Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun, encore meurtri à la suite d'une violente attaque terroriste survenue à Darak, à l'extrême nord du pays. Le bilan officiel est lourd. 16 soldats camerounais ont payé de leur vie pour défendre cette localité. 8 civils tués et 64 combattants de Boko Haram neutralisés. Vous suivrez dans ce journal la version officielle du gouvernement sur les circonstances de cette attaque terroriste survenue le week-end dernier à l'extrême nord du Cameroun. 12 jours après l'incendie de la Sonara, la création d'une commission d'enquête gouvernementale est loin de satisfaire l'opposition et la société civile. Elle déplore le risque des zones d'ombre qui pourraient davantage s'agrandir durant les investigations menées par le gouvernement pour faire la lumière sur les causes profondes de cet incendie et prévenir ce type d'incident à l'avenir. Malgré la crise socio-politique et la situation sécuritaire dans les régions anglophones, le gouvernement envisage d'organiser les élections régionales cette année 2019. C'est l'un des arguments brandis dans le projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi des finances 2019. 2 autres projets sont devant la table des députés. Nous en parlerons ce soir. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais à l'instant, le Cameroun et l'extrême nord meurtris à la suite d'une attaque terroriste survenue dimanche dernier à Darak, localité située dans le Logo-Nechari. Selon le bilan officiel, 8 civils ont été tués. 16 soldats camerounais ont payé de leur vie pour défendre cette localité face aux 300 combattants du groupe Boko Haram. Selon le ministre de la Défense, ils étaient lourdement armés durant leur attaque terroriste. Joseph Betty-Assomo précise qu'une riposte a donné lieu à de violents affrontements entre ces terroristes et les éléments de la force multinationale mixte. Et au terme de ces combats, 64 terroristes ont été neutralisés, 8 autres capturés et 3 embarcations détruites. Le ministre de la Défense qui fait savoir que le président de la République a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Et avant cette attaque survenue à l'extrême nord du Cameroun, le ministre de la Défense était dans les régions anglophones afin de toucher du doigt l'arsenal de guerre utilisé par ces groupes armés séparatistes qui sévissent dans cette partie du Cameroun. Il a pu apprécier le déploiement des forces de défense et de sécurité pour préserver l'intégrité du territoire camerounais. D'autres détails avec Joël Essengue, Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Une fois les félicitations, les encouragements et le réconfort du chef de l'État adressés aux militaires au front et leurs camarades blessés et internés dans les hôpitaux des casernes, le ministre de la Défense est à la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest, à Upstation. Dans la cour, un arsenal de guerre arraché des mains des séparatistes est exposé devant le ministre Joseph Betty-Assomo. Toutes ces armes à feu et armes blanches de fabrication artisanale et moderne présentent des caractéristiques et des spécificités particulières. La première de ces armes à feu, des fusils à pompe non répertoriés sur la liste du matériel militaire de l'armée camerounaise. Nous avons un type d'arme particulier que nous avons découvert sur le terrain. C'est celle-ci. Elle est allemande, elle utilise du calibre 12 mm et tire essentiellement en rafale. Sa boîte chargeur a un contenu de 26 munitions. Ça fait quand ils sont en face, ils débitent vraiment à très bonne cadence. Deuxième arme fatale récupérée, la mythique PMA-46. Sa précision de tir est dévastatrice. Perché en hauteur et capable d'atteindre nos hommes, même à l'intérieur des véhicules quand les gars essayent d'observer. C'est pour ça parfois les gens étant dans des véhicules blindés, ils ont été atteints. Ça c'était jusqu'à ce que nous mettions la main sur ce matériel. Du reste des armes modernes recensées, figurent des M21, des Kalachnikov, des phares mitraillettes et des fusils qui avaient été arrachés aux gardiens de prison en DOP. Et dans le registre des armes artisanales, 2 canons à poudre, très chétifs, mais avec une puissance de feu imparable. On remplit le canon avec de la poudre à canon, on bourre avec des morceaux de fer à béton
de type 6 mm ou 8 mm. Et après, on fait partir en percutant là-dessus à partir d'un ressort. Pour prendre feu et elle propulse au loin toutes ces billes qui vont en gerbe contre nos véhicules et nos hommes. De ce matériel de guerre artisanal et moderne, flèches et autres armes blanches, munitions de gros et petits calibres, perruques de déguisement, gris-gris et stupéfiants, le ministre Joseph Betty Assomo a pris l'ampleur de la quantité et la qualité des armes à feu en circulation clandestine qui mettent en insécurité l'armée et les populations dans le sud-ouest et le nord-ouest, qui arment donc les séparatistes et financent cette guerre. Sur le théâtre de la crise anglophone, ONU Femmes dénonce des bavures policières sur les femmes et les jeunes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette organisation des Nations Unies estime que la question de la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre se pose avec acuité dans les régions anglophones. Aïk Cyril et Élisée Borba nous en disent plus dans ce reportage. Une salle remplie de femmes, venues presque toutes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont des déplacés de la crise anglophone, souvent victimes des exactions des forces de défense et de sécurité. Des hommes en tenue pour qui ONU Femmes organise une session de formation à Yaoundé. Nous allons lancer une formation de nos partenaires clés dans ce programme qui sont la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale. Donc ces structures clés, ce sont eux qui sont assurés, qui sont chargés d'assurer la protection donc, des femmes et des filles et des biens et des hommes en général, des hommes et des garçons dans les communautés. Plus concrètement, il est question pour ONU Femmes de renforcer les capacités des éléments de la police et de la gendarmerie nationale sur le respect des droits de la femme et de la fille en situation de conflit. Les forces de maintien de l'ordre qui se retrouvent sur le terrain ont un premier rôle de protection. Après vient donc le rôle de répression. Mais leur vrai rôle, c'est le rôle de protection dans lequel il faut donc renforcer les capacités au regard du droit international humanitaire. Quand une femme arrive dans un commissariat, par exemple, elle est par exemple refoulée, elle est peut-être doublement victimisée. Ceci était dû au fait qu'il y avait une ignorance, effectivement, de la prise en charge qui doit être faite en matière de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre. Pour cette série, 500 éléments des forces de l'ordre seront formés et 6 Gender Decks installés dans les régions en crise. En attendant le démarrage effectif de la session, les familles déplacées qui ont trouvé refuge à Yaoundé reçoivent des kits pour subvenir à leurs besoins. C'est un geste que nous saluons qui vient en appui aux efforts, au travail que le gouvernement fait. Et nous sommes très honorés que cela ait pu avoir lieu parce que la demande est supérieure à l'offre. Donc toute personne qui donne quelque chose rend un énorme service à cette nation, à ceux de nos frères et de nos sœurs, de nos enfants en détresse. La question de la prévention et de la prise en charge des violences basées sur le genre se pose avec acuité depuis le déclenchement de la crise anglophone. ONU Femmes tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne notamment le rôle des forces de police et de gendarmerie. Et toujours dans les milieux féminins, une question se pose également avec acuité. Qu'est-ce qui explique le faible engagement des femmes dans le paysage politique, alors qu'elles représentent plus de la moitié de la population camerounaise? Elles sont confrontées à de nombreuses difficultés pour affirmer leur leadership et s'engager dans le processus électoral, s'inscrire sur les listes ou alors participer aux activités politiques à travers le pays. C'est l'enquête que signent Innocent Abega et Kate Diarra. On parlait donc de ce reportage concernant les femmes qui ne sont pas toujours intéressées par les questions politiques. Pourtant, elles représentent plus de la moitié de la population, mais très peu s'engagent à la fois à s'inscrire sur la liste électorale, mais également à pouvoir être candidates aux élections locales ou encore aux élections présidentielles. Comment expliquer ce faible engagement des femmes pour les questions politiques au Cameroun? Et le monde des réponses avec Innocent Abega et Kate Diarra. La société camerounaise est composée à plus de 52% de sa population de femmes. Malgré cette écrasante majorité, il reste encore difficile de les voir s'engager aux différents processus de la vie politique qui, à plusieurs égards,
peuvent les aider, comme c'est le cas dans de nombreux pays d'Afrique, à accéder à des conditions de vie meilleures. Parce que ça a un impact sur leur vie. C'est la politique qui fait en sorte que dans les marchés, elles ne puissent pas mettre leurs enfants dans une crèche. Parce qu'il n'y en a pas, elles doivent le demander. Elles doivent connaître le profil des élus, les choisir par rapport à leur programme qui est le leur. Et puis la vie va s'améliorer. Quels sont en réalité les différents éléments qui empêchent la femme camerounaise de s'intéresser à la vie politique de son pays, en dehors d'une insuffisance de sensibilisation ou de l'inefficacité de celles qui sont faites? Les contraintes financières, mais surtout familiales, sont brandies. Pour la femme, ce n'est pas encore une priorité. Elle a tellement de priorités, ses enfants. Elle ne va pas laisser ses enfants mourir de faim parce qu'elle va sortir 5 000 francs pour aller à Bonanjo, mettre les timbres. Ses priorités sont autres. Des contraintes qui vont pousser les femmes à limiter l'essentiel de leurs activités sociales, à des réunions et associations de quartier, mais aussi à des meetings dont le but principal est de rentrer chez soi avec des pagnes, t-shirts et autres gadgets distribués par des formations politiques en vue de les amadouer. Si la femme ne le fait pas, elle ne va pas s'épanouir. Et pour qu'elle ne soit pas qu'une femme qui vient participer pour remplir les bâches, comme on dit, lors des meetings, qu'elle tienne les candidats et les candidates. Pour pallier à ces réalités dégradantes, l'organisation non gouvernementale Servitas Cameroun a convié quelques leaders d'associations de femmes de Douala Premier afin de les édifier sur la chose politique et les transformer par la même occasion en relais de transmission de cet apprentissage. Nos réunions des femmes, généralement, n'ont pas une ligne pour l'éducation politique. Et aujourd'hui, nous venons leur dire, même si ce n'est que 15 minutes, il est important qu'elles ouvrent ce volet-là. La rencontre, qui a vu la participation du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, ainsi que d'Elections Cameroun, est la première du genre tenue en 2019 en vue de la préparation aux élections législatives et municipales. Elle est également programmée dans les autres arrondissements de la capitale dans les semaines à venir. Difficile de savoir si le gouvernement prévoit d'organiser les élections municipales et législatives cette année 2019. Ce qui est sûr, le gouvernement maintient sa volonté d'organiser les élections régionales. C'est l'un des arguments brandis lors de la présentation du projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi des finances 2019. Ce projet de loi a été déposé sur la table de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale, malgré la crise sociopolitique et la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Le gouvernement maintient sa volonté d'organiser ces élections régionales cette année 2019. Pourtant, l'opposition s'y oppose, évoquant ces crises sécuritaires et cette crise anglophone, et souhaite qu'il y ait d'abord un dialogue national avant l'organisation des élections régionales au Cameroun. Par contre, le gouvernement a prévu ces élections régionales et c'est l'un des arguments brandis pour justifier les dépenses prévues dans le cadre du projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi des finances 2019, désormais sur la table des députés. 12 jours après l'incendie grave ayant paralysé la Sonara, la création d'une commission d'enquête gouvernementale est loin de satisfaire l'opposition et la société civile. Je vous le disais à l'instant, elle redoute que des zones d'ombre s'agrandissent davantage durant les investigations menées par le gouvernement pour faire la lumière sur les causes profondes de cet incendie et identifier des mesures de prévention de ce type d'incident. Pourtant, le Premier ministre John Gouté a misé sur la commission Elundu Isomba afin de faire la lumière sur cette affaire. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. La commission d'enquête technique créée mardi par le Premier ministre et présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, elle a 16 membres au total, dont des experts issus des 2 départements en charge de la sécurité, auxquels il a été ajouté d'autres spécialistes désignés dans les ministères liés à la Sonara, à l'exemple des mines, de l'environnement et de l'administration territoriale. La commission doit investiguer et trouver les origines des flammes qui ont détruit 4 des 13 unités de production de la Sonara. Le Social Democratic Front note que la justice fonctionnerait efficacement, que la création de cette instance n'aurait pas été nécessaire. Dans un pays normal,
immédiatement après la survenance d'une catastrophe pareille, dans un fleuron industriel aussi sensible, les parquets de la République auraient immédiatement déclenché une enquête. Se serait autosaisi, n'est-ce pas, de cette affaire. D'autres observateurs jugent la commission hyper-administrative, là où un cabinet d'experts en évaluation économique et sécuritaire aurait fait l'affaire. Il y a l'avantage en termes d'indépendance, il y a l'avantage en termes de transparence, il y a l'avantage en termes de résultats tangibles, pertinents et qui ne seraient peut-être pas être remis en cause, tant il est vrai que c'est une expertise qui est assez avérée. Parce que comme vous le savez, quand on dit une commission avec des ministères sectoriels qui vont aller travailler, c'est à se poser la question de savoir est-ce qu'on aura les résultats attendus. Le SIF demande la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. La société civile rappelle pour sa part les antécédents moins optimistes en matière de commission d'enquête au Cameroun. Pour que tout au moins, que le rapport qui puisse sortir, n'est-ce pas, des travaux requiert un minimum de consensus parce que dans cette commission parlementaire, toutes les forces politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale seront présentes. Il y a eu plusieurs commissions qui ont travaillé ou qui ont alors enquêté dans des affaires presque similaires. Quand je dis similaires, c'est en termes de scandale, mais jamais on a eu des résultats qui ont été rendus publics. C'est-à-dire vous avez un communiqué qui est signé et qui est rendu public pour prendre les citoyens et le public à témoin, mais pour priver ce public et ses citoyens après des résultats. Quoi qu'il en soit, la commission Gaston Elundou Essomba sur l'incendie à la Sonara sera jugée à la lumière de son rapport. Il est attendu dans 30 jours. Les travaux d'aménagement des drains provoquent encore plus de désagréments dans certains quartiers de la ville de Douala. Le retour des premières pluies et sa vague d'inondations ont entraîné d'importants dégâts matériels dans le 5e arrondissement de Douala et suscitent des interrogations sur la qualité des travaux d'aménagement des drains dans la capitale économique du Cameroun. Reportage Séverin Tchouban et Xavier Foka. Bonabassem, au quartier Aquanor à Douala. L'arrivée des pluies fait perdre le sommeil aux populations. Avant de me réveiller, c'est l'eau qui m'a réveillé au lit. Finalement, je vois comment ça passe par le trou de la porte pour encore entrer. Les inondations sont quasi quotidiennes dans ce quartier. Selon les habitants du coin, la qualité des travaux effectués sur ces drains sera à l'origine de leur malheur. On les a dit que c'est pratique ici là. C'était la première pluie, ça s'est versé au quartier. Et c'est les travaux qui causent. Le travail est mal fait. C'est les travaux, c'est le pont ici. Nous-mêmes, quand on traversait en bois, il n'y avait jamais eu de pareilles choses. Moi, j'ai fait presque 49 ans ici. Ici, je n'ai jamais eu ce cadre. C'est quand ils ont commencé ces travaux que nous avions commencé à avoir de ces pareilles histoires. À la moindre pluie, les concessions et les maisons sont envahies par les eaux contre lesquelles certains se battent comme ils peuvent. Des actes de naissance et autres effets récupérés sont exposés dans des cours ou des véhicules. Les dégâts sont énormes. J'ai perdu beaucoup de trucs, comme le congélateur, le frigo, le room cinéma, les baffes basses de room cinéma, les rallonges, les unités centrales, laptop, tout est perdu comme ça là. Les canapés même s'est agité. Ça a gâté tout mon lit, les 2 matelas qui étaient à la maison. Mon enfant va accoucher sans les choses parce que l'eau a gâté toutes ces choses. Je ne comprends plus rien. Papa, ça va. La santé des enfants fait également les frais de ces eaux d'inondation. Les enfants souffrent, les enfants sont, les asthmatiques, les poumons des enfants sont touchés. Parce qu'on vit dans l'humidité depuis une semaine. Les activités économiques vont au ralenti. Les commerçants enregistrent des pertes énormes. Tout est venu gâter. Notre ancien pont était bien.
Ils peuvent passer même 5-10 minutes, on travaille, on vend sans problème. Maintenant, on ne récupère rien. Toujours les pertes. Cette même personne a perdu énormément de choses. Encore dans les conteneurs, tout bousillé. Cette semaine encore pareil. On ne sait pas comment on va faire, nous sommes dépassés. Telles sont les souffrances auxquelles font face les habitants de Bonabassem depuis quelques jours. Ils appellent à l'aide. Parlons à présent football. Les Lions indomptables sont d'ores et déjà au Qatar pour poursuivre leur préparation à quelques semaines de cette CAN Égypte 2019. Ils sont désormais 23 Lions indomptables sélectionnés par le coach Clarence Sirdorf. Et qui sont-ils, ceux qui ont été retenus pour ce dernier stage, cette dernière ligne droite avant la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019? Élément de réponse avec Emos Fongo et Sylvestre Hippolyte Zangao. Excepté Karl Toko Ekambi, Wilfried Kaptoum et Stéphane Bauken, tous les autres joueurs retenus par Clarence Sirdorf, parmi les 23 qui vont à la CAN, étaient dans la tanière en mars pour le dernier match éliminatoire contre les Comores. C'est pourtant avec 29 lieux indomptables que Clarence Sirdorf est arrivé à Doha au Qatar pour la suite du stage préparatoire à la compétition. Avant de publier sa liste, Vincent Aboubakar, blessé, sera l'un des grands absents dans la tanière en Égypte. Avant de quitter le groupe, le héros de Gabon 2017 a encouragé ses coéquipiers à faire une bonne compétition. Je remercie le staff technique, je remercie le coach, le staff médical, tous ceux qui m'ont soutenu durant ce moment difficile. Bon, aujourd'hui, honnêtement, pour être sincère, j'aurais aimé être à vos côtés, être là où vous êtes en face. Et vous aider vraiment pour qu'on fasse une bonne compétition aujourd'hui. La situation elle est là. J'ai une petite blessure. Tout ce que je peux vous souhaiter, une bonne compétition. Faites-nous rêver. Moi, vraiment, j'aimerais rester devant la télé, vous faire plaisir. Et si c'est possible, pour arriver à la CAN, au pays, on est là, on est juste votre premier supporter. Eux aussi vont vous supporter et faire-nous rêver. Le sélectionneur des lieux indomptables n'a pas apporté de changement en définitive à son groupe. Chacun des joueurs retenus pour la CAN a été déjà convoqué au moins une fois par Clarence Sirdorf. Le noyau est resté le même. Malgré le bluff qui est apparu dans les 37 qui ont été appelés, on avait l'impression qu'on pouvait prendre des voix là-bas. On se rend compte effectivement que Clarence Sirdorf et son staff ont eu des idées vraiment très claires depuis, mais ont voulu se plier à la gymnastique interne. Durant les éliminatoires, le technicien néerlandais a souvent changé de système de jeu et de joueur au poste. À quelques jours de la compétition, a-t-il déjà une idée des titulaires? Sans doute, répond Clément Zeko, entraîneur de football. Ça transparaît. Lorsqu'on regarde le groupe, il y a 3 gardiens. Et aujourd'hui, là, avec la confiance qui est faite à Onana, il ne fait aucun doute dans l'esprit que ce sera Onana qui sera dans le but, sauf changement dernière heure. On voit que dans les défenseurs, il y a 3 latéraux et 4 défenseurs centraux. Et ça laisse présager que parmi les latéraux, c'est pratiquement des polyvalents pour le 3. Quand on prend Oyongo, quand on prend Gaëtan, bon, quand on prend aussi Faye, on a comme l'impression que c'est des polyvalents. Donc, une paire peut jouer et l'autre en rescousse si jamais il y a un souci. Et maintenant, quand on entre dans le milieu de terrain, on se rend compte qu'effectivement, en voyant les joueurs qui ont été appelés dans le milieu de terrain, qui ne sont que 5, on se rend compte effectivement que ce sera avec 2 milieux récupérateurs. Il y aura 2 milieux de récupérateurs qui peuvent être issus du Kenté, Zambo, Koundé, Mandjek, Djoum et même Kaptoum. Mais maintenant, nous savons que les faveurs du sélectionneur depuis un moment vont vers Koundé et Zambo et dans une moindre mesure Mandjek. On aura 4 attaquants, mais avec un derrière les 3 autres et puis 2 milieux récupérateurs. Donc on peut lire en disant 1, 4, 2, 4 ou 1, 4, 2, 3, 1. Avant d'aller en Égypte, où ils vont jouer leur premier match le 25 juin contre la Guinée-Bissau, les lieux indomptables vont faire un détour à Yaoundé le 17 juin prochain. Un public reportage dans ce journal, un Piquet Focam Institute of Excellence soutient l'entrepreneuriat jeune. C'est à la faveur de la conférence internationale sur la science et la technologie et une annonce forte est à retenir. 2 jeunes créateurs, dont l'un ayant inventé une voiture made in Cameroun et l'autre ayant inventé des engins lourds, bénéficieront de l'accompagnement de Piquet Focam Institute of Excellence. Reportage. Assis dans son véhicule, Cédric Simen ne cache pas son sourire. Le sourire est d'autant plus grand que cette voiture
Il l'a fabriquée de ses propres mains. Cette voiture est composée des pièces de récupération et la matière même que j'ai composée moi-même. Les essieux, le système de freinage, la carrosserie et le système de frein à main. Elle n'a rien à envier aux autres voitures, d'autant plus que toutes les sécurités que comportent les autres voitures, elle en a aussi. Oui. Donc que ce soit système de freinage fiable, ceinture de sécurité et autres. SM237, c'est la marque qu'il a choisie pour cette voiture, qu'il utilise désormais pour ses déplacements, comme lorsqu'il fallait partir de Bafoussam, sa ville de résidence, pour Yaoundé. Cette voiture, comme vous la voyez, je l'ai intitulée déjà SM237, SM qui signifie Siemens, et 237 que nous reconnaissons tous. J'ai fait environ 5 heures de temps avec les arrêts que les gens me stoppaient en route pour contempler la voiture et tout. Cédric Siemens est un génie à l'état brut. Lui-même le dit, il a besoin de beaucoup de moyens encore pour améliorer ses connaissances. C'est avec le peu de moyens que j'avais que j'ai pu sortir ce prototype. Si j'ai un financement, moi je compte sortir plusieurs modèles. Des petites camionnettes, des motos. D'autant plus que je suis même sur un autre projet, je suis en train de faire un tricycle. Awa Blesti est un autre jeune rempli de talent. À l'aide de papier carton, il a réussi à fabriquer des camions, des bulldozers et même des avions et à les faire fonctionner. Comme Cédric Siemens, Awa Blesti, à peine 16 ans d'âge, est en quête de moyens pour fructifier son œuvre. I'm doing this with my dad. I'm not using computers to really come out with the shapes of all this. And I also like to consume my education in a technology field. That is all about what I would like the congregation to help me. Awa Blesti et Cédric Siemens sont deux jeunes Camerounais non scolarisés, mais qui réalisent des prouesses. Un suivi méticuleux leur permettra de faire davantage éclore leur talent. À travers la conférence internationale sur la science et la technologie, rendue à sa 6e édition, Piquet Focam Institute of Excellence leur offre l'opportunité de bénéficier d'un accompagnement. Nous avons déjà une plateforme que nous allons, donc la phase pratique va commencer cette année à Piquet Focam. Nous aurons une salle qui sera équipée et donc nous allons permettre à ces jeunes d'apprendre quelque chose pour effectivement améliorer leur innovation qui va les aider. La conférence internationale sur la science et la technologie de Piquet Focam Institute of Excellence est un cadre approprié pour stimuler les innovations technologiques en Afrique. C'est un espace d'échange dans le but de mettre les résultats de la recherche au service du développement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. À peine mise sur pied, la commission Elondou Somba essuie déjà des critiques de la part de l'opposition et de la société civile. Elle redoute que des zones d'ombre s'agrandissent davantage durant les investigations menées par cette commission pour faire la lumière sur les causes de cet incendie survenu à la Sonara il y a une douzaine de jours. Elles auraient aimé, l'opposition de la société civile, que ce soit une commission d'enquête parlementaire ou encore un cabinet indépendant qui puisse évaluer à la fois les dégâts matériels, également s'intéresser aux causes et aux responsabilités des uns et des autres dans cet incident qui va paralyser la Sonara durant près d'un an, selon la dernière sortie officielle du gouvernement à cet effet. Voilà, c'est donc l'essentiel. Cédric Nouffelé pour Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Voilà, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir.